Chapitre 1. La vie d'avant. Thomas Black avait toujours cru en trois choses. Dieu, la patrie et la famille, dans cet ordre, mais le jour où il partit pour l'Afghanistan pour son 3e déploiement, il se demanda s'il n'avait pas inversé l'ordre. Son fils Justin, à peine âgé de 12 ans, lui avait serré la main à l'aéroport avec une désespérance qui lui avait serré la poitrine. « Papa, tu dois vraiment partir ?»« Oui, mon grand, mais je serai de retour avant que tu t'en rendes compte. » Thomas était accroupi pour croiser ses yeux bruns effrayés. « Maintenant, c'est toi l'homme de la maison. Prends soin de ta maman pour moi. » Justin avait hoché la tête, mais il y avait quelque chose dans son expression. Un éclat de doute, peut-être même de peur, que Thomas n'arrivait pas tout à fait à identifier. Il l'avait mis sur le compte du stress du déploiement. Les enfants étaient résilients. Patricia tiendrait le coup. Patricia Mayer Black avait été son amour de lycée, la fille qu'il avait attendue pendant le camp d'entraînement, l'école des Rangers et 2 déploiements précédents. Elle avait été son rock, ou du moins le croyait-il. La femme qu'il avait épousée 16 ans plus tôt avait des cheveux blonds, miel, un sourire rapide et des rêves de devenir infirmière. La femme qu'il avait conduit à l'aéroport ce matin-là était différente, distraite, irritable, déjà à moitié partie. « Tu fais vraiment ça encore une fois ?» avait-elle dit, sans même le regarder en conduisant. « C'est mon boulot. »« Pat, tu savais à quoi tu t'engageais ?»« Ah bon ?» Elle avait ri. Un son amer. « Est-ce que je me suis engagé à élever un enfant seul ? À payer des factures que je peux à peine régler ? À dormir dans un lit vide plus de nuit qu'autrement ?» Thomas avait tendu la main vers la sienne, mais elle l'avait retirée. « Quand je rentrerai, quand tu rentreras, ce sera la même chose. Tu seras là 3 mois, peut-être 4. Et puis tu repartiras. Ce n'est pas un mariage, Thomas. C'est un service d'abonnement. » Il n'avait pas su quoi répondre à ça. La vérité, c'est qu'elle n'avait pas tout à fait tort. Les opérateurs des forces spéciales n'avaient pas d'horaire régulier. Ils étaient appelés et ils partaient. Mais il était bon dans ce qu'il faisait, sacrément bon. Il avait sauvé des vies, accompli des missions qui protégeaient les Américains. Est-ce que ça ne comptait pour rien ? Apparemment non. Le parcours de Thomas était ce que l'armée appelait non conventionnel. Élevé par une mère célibataire dans le Montana rural, après la mort de son père dans un accident de bûcheronnage, il avait appris tôt que la vie ne donnait pas de seconde chance. On créait sa propre chance. On saisissait ses propres opportunités. L'armée lui avait donné une structure, un but et un moyen de canaliser l'esprit analytique froid qui le faisait paraître distant aux yeux de ceux qui ne le connaissaient pas. Mais ceux qui le connaissaient vraiment comprenaient que Thomas Black était loyal jusqu'à la moelle. Il se souvenait de tout, n'oubliait rien et payait toujours ses dettes, les bonnes comme les mauvaises. Son chef d'équipe, Luther Daniel, l'avait pris à part avant le vol. « Tu es prêt pour le jeu ?»« Black, toujours. »« Mon commandant. »« Bien. Parce que là où on va, la distraction tue des gens. » Luther était un officier de carrière, un homme qui avait gravi les échelons à la dure. Il avait plus d'expérience au combat que la plupart des hommes n'avaient d'anniversaire, et il ne tolérait pas les idiots. « Si tu as quelque chose à dire, dis-le maintenant. » Thomas avait hésité. Permission de parler librement. Accordé. « Je pense que mon mariage est en train de se terminer. » Luther l'avait observé longuement. « Alors termine-le ou sauve-le. Mais ne le laisse pas te ronger là-bas. On a besoin de toi, alerte. » Je le serai. Et il l'avait été. Pendant 6 mois, Thomas avait repoussé les pensées de la maison au fond de son esprit, se concentrant sur la mission, sur son équipe, sur la survie. Il avait dirigé des opérations de reconnaissance en profondeur dans le territoire taliban, avait appelé des frappes aériennes qui avaient démantelé des cellules insurgées, avait traîné un coéquipier blessé sur près de 5 km à travers un terrain hostile jusqu'à un point d'extraction. Il avait été décoré 2 fois. Il avait aussi été cocu. Le premier indice était arrivé dans un email de sa voisine, Flora Santos, une femme âgée qui vivait à côté depuis 20 ans. « Thomas, je ne veux pas t'inquiéter. Mais je pense que tu devrais savoir qu'il y a un homme qui reste chez toi. Patricia dit que c'est un ami, mais il est là la plupart des nuits. » Justine semble bouleversée. « Appelle quand tu peux. » Il avait appelé. Le téléphone de Patricia était passé sur messagerie, celui de Justine aussi. Flora avait répondu à la première sonnerie. « Madame Santos, c'est Thomas. Qu'est-ce qui se passe ? » « Oh, mon chéri !» Sa voix s'était brisée. « Je ne voulais pas être celle qui te le dit. Mais ce type, l'ami de Patricia, c'est un problème. Je l'ai vu avec ses copains dehors, buvant sur ta terrasse, fumant, Dieu sait quoi. Et Justine ? Thomas. Cet enfant a peur. Peur de quoi ? De lui. De Clint. Je ne sais quoi. Il est méchant. Thomas.
Je l'ai entendu crier sur Patricia, sur Justine. La semaine dernière, j'ai vu Justine avec un bleu sur le bras. Quand je lui ai demandé, il a dit qu'il était tombé, mais je ne pense pas qu'il soit tombé. Le sang de Thomas était glacé. Je vais passer des appels. Il avait essayé Patricia encore, et encore. Finalement, elle avait répondu, et il avait entendu de la musique en fond. Des rires, le cliquetis de bouteilles. Qu'est-ce que tu veux? Thomas. Qui est Clint? Silence. Puis, une amie. Madame Santos dit qu'il vit chez moi. C'est ma maison aussi. Et oui, il reste ici. Et alors? Tu n'es jamais là de toute façon. Patricia? S'il pose la main sur Justin. Il ne fait pas ça. Justine va bien. Arrête de croire au ragot d'une vieille curieuse. Alors passe-moi Justin. Il dort. Il est 16 heures là-bas. Alors il fait ses devoirs. Je ne sais pas. Thomas. Je ne suis pas sa gardienne. Tu es sa mère. Et toi? Tu n'es jamais là pour être son père. Avait-elle hurlé? Tu nous as laissés. Tu pars toujours? Alors ne t'avise pas de m'appeler de l'autre bout du monde et de juger comment je vis ma vie. La ligne s'était coupée. Thomas était resté assis dans son lit ce soir-là, fixant le plafond de la caserne, écoutant les bruits de la base autour de lui. Il avait repensé au visage de Justine à l'aéroport, cet éclat de peur. Il avait repensé à l'amertume de Patricia, sa colère, la façon dont elle avait retiré sa main, et il avait pensé à un homme nommé Clint, qui dormait dans son lit, vivait dans sa maison, et, si Flora avait raison, posait la main sur son fils. À ce moment-là, Thomas Black avait pris une décision. Il terminerait son déploiement, il ferait son devoir, et puis il rentrerait et réparerait ce qui était brisé, ou brûlerait tout en essayant. Chapitre 2. La descente. 2 mois s'écoulèrent, comme des années. Thomas avait essayé d'appeler chaque semaine, mais Patricia répondait rarement. Quand elle le faisait, les conversations étaient d'eau brèves et froides. Justine répondait plus souvent, mais la voix du garçon avait changé. Elle était plus calme maintenant, plus hésitante, comme s'il avait peur d'être entendu. Comment va l'école, mon grand? Ça va? Tes notes tiennent le coup? Ouais. Papa, je m'en sors bien. Et tout le reste? Tout à la maison? Une pause. Ça va, mais ça n'allait pas. Thomas l'entendait dans ce que Justine ne disait pas, dans les silences, entre les mots, dans la façon dont le garçon précipitait leur conversation comme s'il était pressé par le temps. Luther avait remarqué le changement en lui. Black, tu es tendu comme un arc. Qu'est-ce qui se passe? Juste des trucs à la maison? Mon commandant? Je m'en occupe? Tu n'arrêtes pas de dire ça. Mais tu as l'air sur le point de craquer. Luther l'avait pris à part après un briefing. Écoute, j'ai été à ta place, déployé, inquiet pour la maison, me sentant impuissant. Ça te ronge? Mais tu ne peux pas laisser ça affecter tes performances. Parle-moi. Alors Thomas lui avait raconté, sur Patricia, sur Clint, sur la peur de Justin et les inquiétudes de Flora, et sur la façon dont son mariage s'était effrité comme du sable entre ses doigts. Luther avait écouté en silence, son visage buriné, impassible. Quand Thomas eut fini, le colonel avait simplement dit « Quand on rentrera, tu t'en occupes, tout ce qui doit être fait, mais d'ici là, concentre-toi ici. Compris? Compris ?» Mais se concentrer devint plus dur quand les emails de Flora commencèrent à arriver plus fréquemment. « Thomas, la police était chez toi hier soir? Plainte pour bruit. J'entendais la musique depuis ma chambre. Thomas, j'ai vu Justin marcher jusqu'à l'école seul sous la pluie hier. Quand je lui ai proposé de le conduire, il a dit que sa maman dormait et ne pouvait pas le conduire. Il était 7h30. Thomas, je pense que tu dois rentrer. Je ne sais pas ce qui se passe dans cette maison, mais ça empire. Il avait essayé d'appeler les services de protection de l'enfance, mais sans preuve concrète de maltraitance. Il ne pouvait faire qu'une vérification de bien-être. Patricia avait convaincu l'assistante sociale que tout allait bien, que Flora était une voisine intrusive, que Justine était en bonne santé et heureux. Dossier clos. Thomas avait senti la rage monter en lui, froide et patiente. Il avait commencé à tout documenter, chaque appel manqué, chaque email inquiétant, chaque conversation où Justine semblait effrayée. Il avait créé un dossier, méticuleux et détaillé, parce que Thomas Black ne faisait rien à moitié. Il avait aussi commencé à enquêter sur Clint Roach. Ce n'était pas difficile. Un de ses coéquipiers, Mike Lyons, avait des contacts dans les forces de l'ordre, quelques appels, des recherches non officielles dans des bases de données, et un portrait émergea. Clint Roach, 34 ans, multiples arrestations pour possession de drogue, agression et vol. Pas de condamnation, il était soit chanceux, soit avait de bons avocats, associé connu d'un club de motards local,
avec des liens avec la distribution de méthamphétamine, actuellement au chômage, actuellement vivant dans la maison de Thomas Black, dormant dans le lit de Thomas Black. Et, d'après les rapports de Flora, terrorisant le fils de Thomas Black, ce type est une ordure, avait dit Mike en glissant le dossier imprimé sur la table. Un vrai gagnant que ta femme a choisi. Thomas a fixé la photo d'identité judiciaire de Clint. Des yeux durs, une bouche moqueuse. Le genre de visage qui promettait la violence. Il a des amis, avait continué Mike, Dale Ray et Ed Juarez. Tous deux avec des casiers, ils traînent ensemble, se droguent ensemble, se font arrêter ensemble, une vraie bande soudée, et ils sont autour de mon fils. Ouais. Mec, désolé. Thomas avait plié le dossier avec soin et l'avait rangé dans son sac. Ne le sois pas, je ne le suis pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce qui doit être fait, la mission s'était prolongée plus que prévu. Ce qui devait être un déploiement de 6 mois était devenu 8, puis 9. Chaque jour semblait une éternité. Chaque appel à la maison révélait de nouvelles horreurs en petites doses. Justine avait arrêté le soccer, ses notes avaient chuté, Patricia avait maigri. Sa voix prenait un ton maniaque quand elle daignait répondre au téléphone. Et puis, 3 semaines avant que Thomas ne soit prévu pour rentrer, Flora avait envoyé un email qui lui avait glacé le sang. « Thomas, j'ai appelé la police encore ce soir. J'ai entendu des cris, un homme hurlait sur Justin, l'appelant de noms terribles. Quand les officiers sont arrivés, Patricia leur a dit que tout allait bien. Justine l'a confirmé. Mais Thomas, j'ai vu son visage par la fenêtre. Cet enfant est terrifié, je ne sais pas quoi faire. S'il te plaît, rentre. » Thomas était allé voir Luther immédiatement. « Mon commandant, j'ai besoin d'un congé d'urgence. » Pour quel motif? Urgence familiale. Luther l'avait observé. « Il te reste 3 semaines sur ce déploiement. Ça peut attendre? » « Non. Mon commandant, ça ne peut pas. Alors donne-moi les détails. » Thomas avait tout exposé. Les emails, les appels, les rapports de police, le passé de Clint et de ses amis. Quand il eut fini, Luther était resté silencieux un long moment. « Je ne peux pas t'accorder un congé d'urgence sans preuve de danger imminent. » Mais Luther avait tapoté ses doigts sur le bureau. « Je peux accélérer ton départ, te faire sortir d'ici en 72 heures au lieu de 3 semaines. Ça te va? Ça devra faire... » Ces 72 heures avaient été une torture. Thomas avait essayé d'appeler Justine tous les jours. Le garçon n'avait pas répondu. Ni Patricia? Flora avait rapporté voir la moto de Clint garée dans l'allée chaque soir. De la musique à fond à toute heure, des gens étranges, allant et venant. Finalement, miséricordieusement, Thomas avait embarqué dans un avion de transport pour l'Allemagne, puis un autre pour la Caroline du Nord, et enfin un vol commercial pour Great Falls. Dans le Montana, il avait loué une voiture, planifié son itinéraire et essayé de ne pas penser à ce qu'il trouverait en arrivant. Le vol atterrit à 14h17, heure des Rocheuses. Thomas était éveillé depuis 36 heures d'affilée, mais l'adrénaline et la fureur le maintenaient en mouvement. Il avait récupéré son sac, pris la voiture de location et commencé les 2 heures de route vers sa ville natale de Cascade. Son téléphone était éteint pendant les vols. Quand il l'alluma, il y avait 17 appels manqués de Justin et un message vocal. Thomas s'était arrêté sur le bord de l'autoroute et l'avait écouté avec des mains tremblantes, la voix de Justin. À peine un murmure. « Papa, papa, s'il te plaît, j'ai besoin de toi, le copain de maman. Il est ici avec ses amis. Ils sont défoncés, vraiment défoncés. Ils parlent de... Ils parinent sur qui va. Papa, ils disent qu'ils vont me tuer. Ils en rient. Clint a dit, ton père est déployé et ne peut pas te sauver. Papa, j'ai peur. Je suis dans ma chambre. Je vais verrouiller la porte, mais je ne sais pas si ça suffira. S'il te plaît, rentre. » Le message était daté de 43 minutes plus tôt. Les mains de Thomas étaient crispées sur le volant si fort qu'il avait craqué. Il avait ouvert le GPS, calculé la distance. De là où il était, sa maison était à 2h12. Inacceptable. Il avait appelé Luther Daniel immédiatement. « Mon commandant, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Que vous le fassiez maintenant. Et que vous ne posiez pas de questions avant, après. Parle-moi, Black. J'ai besoin que vous mobilisiez qui vous pouvez du bataillon. Je vous envoie une adresse. Faites-les arriver là-bas dans les 10 prochaines minutes, ou mon fils meurt. » Il y avait eu une pause, puis, considère ça fait. Thomas avait raccroché et passé un deuxième appel à la patrouille routière du Montana. Ici le sergent-chef Thomas Black. Matricule XXXXXXXX. Je signale une situation d'otage au 1847 Pinewood Drive, Cascade, Montana. Les suspects sont armés, sous l'influence de narcotiques et menacent de tuer un mineur.
Le mineur est mon fils de 12 ans. J'ai besoin d'une réponse immédiate. Vous me recevez. Reçu, Sergeant. Des unités sont en route. Thomas avait mis fin à l'appel et enfoncé l'accélérateur. Il avait fait une promesse à Justine 8 mois plus tôt. Je serai de retour avant que tu t'en rendes compte. Il était sur le point de la tenir. Chapitre 3. 8 minutes. Thomas conduisait comme si le diable lui-même le poursuivait. Ou peut-être était-il le diable, poursuivant des hommes qui avaient menacé son fils. Quoi qu'il en soit, le moteur de la voiture de location hurlait alors qu'il la poussait au-delà de 141 km/h, puis 160 km/h sur l'autoroute rurale du Montana. Son téléphone sonna. Luther. J'ai assemblé 12 hommes d'une unité qui n'a pas encore été déployée. On est à 23 minutes de ton adresse. Quelle est la situation? Mon fils est barricadé dans sa chambre. 3 suspects, Clint Roach, Dale Ray et Ed Juarez, sont dans la maison, défoncés à la mette, menaçant de le tuer. Ils pensent que je suis en Afghanistan. Ils se trompent. Règle d'engagement. Sécuriser mon fils, maîtriser les suspects. S'ils résistent, la voix de Thomas était devenue plate, sans émotion. Utilisez votre jugement. Mon commandant? Et toi? Où es-tu? À 8 minutes? Thomas? La voix de Luther s'était adoucie légèrement. Ne fais rien que tu ne puisses réparer. Je ne ferai rien que je regretterai. Thomas avait mis fin à l'appel. Les kilomètres défilaient en un flou. Il avait grandi sur ces routes, connaissait chaque virage et ligne droite. Il utilisait cette connaissance maintenant, coupant les coins, accélérant dans des virages qui auraient de fait prier un conducteur civil pour sa vie. À 6 minutes, il appela Justin. Le téléphone sonna 4 fois et le cœur de Thomas remonta dans sa gorge. Puis, « Papa !» un murmure terrifié et faible. « Justin, mon grand, j'ai besoin que tu m'écoutes très attentivement. Verrouille ta porte. Si tu ne l'as pas déjà fait, pousse ta commode devant, va dans ton placard et ne sors pas avant que je te le dise. Tu comprends? Tu es ici? Papa, tu es vraiment ici? 8 minutes. Peut-être moins. Tu peux faire ce que je t'ai dit? Et ouais. Ouais? Je peux. Papa, j'ai peur. Je sais. Mais tu vas t'en sortir. Je te le promets. Feston, tu vas t'en sortir. De quelque part dans la maison, Thomas entendit une voix d'homme, pâteuse et agressive. Justin, Justin, ramène ton cul ici. On a un jeu à jouer. Vas-y. Maintenant, placade. Ne sors pas. La ligne s'était coupée. Thomas avait jeté le téléphone sur le siège passager et agrippé le volant à 2 mains. Son esprit était froid. Calculateur, 3 cibles, toutes intoxiquées, probablement armées, définitivement dangereuses. Il passa en revue des scénarios dans sa tête. Point d'entrée, ligne de vue, voie d'évacuation. Il avait construit cette maison de ses propres mains quand Justine était née. En connaissait chaque centimètre. La porte d'entrée donnait sur le salon. Cuisine à droite, couloir à gauche menant à 3 chambres. La chambre de Justin était au bout du couloir. S'ils étaient défoncés et pariaient sur qui atteindrait Justine en premier, ils seraient concentrés sur ce couloir. Ils ne s'attendraient pas à une résistance. Ils ne s'attendraient certainement pas à lui. Bien, Thomas s'était garé dans sa rue 4 minutes plus tard, la maison apparaissant au bout du cul-de-sac. 3 motos étaient bien garées dans son allée. Des lumières brillaient de chaque fenêtre. La musique cognait assez fort pour faire trembler les murs. Et dans son jardin devant, assis sur la terrasse, Clint Roach riait. Thomas avait garé la voiture de location de l'autre côté de la rue et était sorti dans la fraîche soirée du Montana. Il portait encore ses treillis de l'armée du vol, bottes lacets serrés, muscles tendus comme des ressorts. Clint avait levé les yeux, plissant les paupières à travers le brouillard de la drogue. « T'es qui? Toi? Bordel, je suis le père. » La voix de Thomas était calme, presque conversationnelle. « Tu es dans ma maison? Tu as menacé mon fils? Tu as environ 30 secondes pour partir avant que je fasse de ta vie la dernière erreur. » Clint s'était levé, vacillant légèrement. Il était plus grand que sa photo d'identité judiciaire ne le suggérait. Wada, Etoziyotmir, peut-être 109 kilos, avec des tatouages de prison remontant dans son cou. « Oh merde, t'es le gars de l'armée. Patricia a dit que tu ne rentrerais pas avant des semaines. » Patricia s'est trompée? Eh bien, c'est pas de chance. Clint avait souri et Thomas avait vu la folie dans ses yeux. Le genre qui venait de trop de drogue et de trop peu de conséquences. Mais vois-tu, le truc c'est que je vis ici maintenant, c'est ma maison, c'est ma femme dedans. Et ce petit merdeux de Justin, il m'a manqué de respect toute la journée. Alors moi et mes potes, on a décidé de lui apprendre les bonnes manières en menaçant de le tuer. Oh, t'as entendu ça? Clint avait ri.
On rigolait juste. Le gamin ne sait pas prendre une blague. Thomas avait fait un pas en avant. Voici une blague pour toi. Comment appelle-t-on 3 accros à la meth qui menacent un garçon de 12 ans? Quoi? Des hommes morts. Le sourire de Clint s'était effacé. Tu me menaces? Devant des témoins, il avait fait un geste vers la maison. Dale, Ed, sortez. La porte d'entrée s'était ouverte et 2 autres hommes étaient sortis en titubant. Dale Ray était mince et nerveux, avec des joues creuses et des yeux fous. Ed Juarez était plus petit mais bâti comme un taureau, avec des articulations cicatrisées qui suggéraient qu'il aimait se battre. « C'est le père ?» avait demandé Dale. « Ouais, et il a une grande gueule. » Ed avait fait craquer ses articulations. « Tu veux qu'on la lui ferme ?» Thomas n'avait pas bougé, il s'était simplement tenu là, les observant, calculant 3 cibles. Toutes altérées, Ed serait le plus dangereux. Il semblait avoir de l'entraînement, Dale serait rapide, mais faible. Clint était l'imprévisible, défoncé assez pour ne pas sentir la douleur, mais assez stupide pour faire des erreurs. « Dernière chance ?» avait dit Thomas. « Partez maintenant, et je laisserai la police s'en occuper. Restez, et je m'en occupe à ma façon. » Clint avait sorti un couteau de sa poche arrière, une lame bon marché de station-service. Le genre qui se plie et se verrouille. « Vois-tu, garde l'armée, je ne pense pas que tu comprennes comment ça marche. C'est ma ville maintenant, ma maison, mes règles. Et toi, t'es juste un... » Le bruit de moteur l'avait interrompu. De gros moteurs, plusieurs véhicules. Il s'était su tourner alors qu'un convoi de camions de l'armée tournait au coin, 3 hommes-vie et un transporteur. Tous portant l'insigne du bataillon de Thomas, ils s'étaient arrêtés en semi-cercle autour de la maison, bloquant chaque sortie, et des soldats armés en étaient sortis, armes prêtes. Luther Daniel était descendu du véhicule de tête, son uniforme impeccable malgré l'heure tardive, sécurisait le périmètre. Tous les yeux sur toutes les sorties, personne ne sort. Thomas avait vu le visage de Clint blêmir, Dale s'était mis à genoux immédiatement, mains en l'air. Ed avait eu l'air de vouloir courir, mais 20 fusils pointés dans sa direction l'avaient convaincu du contraire. « C'est quoi ce BORDEL ?» avait bégayé Clint. « Vous ne pouvez pas faire ça? C'est illégal. Vous ne pouvez pas amener la putain d'armée dans une affaire civile. »« Ta gueule !» avait dit Thomas calmement. Il avait marché devant Clint, devant les soldats, droit vers sa porte d'entrée. À l'intérieur, la maison était un désastre. Des canettes de bière et des bouteilles d'alcool jonchaient chaque surface. La table basse était couverte de matériel de drogue, pipes, aiguilles, cuillères brûlées. Les murs qu'il avait peints lui-même étaient éraflés et tachés, et au centre de tout ça, Patricia était assise sur le canapé, fixant l'afflux soudain de soldats avec des yeux grands ouverts, incompréhensifs. Elle avait l'air terrible, sa peau était cireuse, ses cheveux non lavés, ses vêtements pendaient sur un corps qui avait perdu trop de poids. Quand elle vit Thomas, quelque chose brilla dans ses yeux, de la peur, peut-être, ou de la culpabilité, ou les deux. Thomas. Où est Justin? Dans sa chambre? Il va bien? Il est... Thomas était passé devant elle sans un mot de plus. Dans le couloir menant à la chambre de son fils, la porte était fermée, une commode poussait contre elle de l'intérieur. Il avait frappé doucement. « Justin, c'est papa, ouvre !» Pendant un moment, rien, puis le bruit de meubles grattant, un verrou cliquant, et la porte s'était ouverte sur son fils. Mince, pâle, terrifié, mais vivant. Justin avait levé les yeux vers lui avec des yeux qui en avaient trop vu. Et puis il s'était effondré dans les bras de Thomas, sanglotant. « Je te tiens », avait murmuré Thomas, serrant son fils fort. « Je te tiens, mon grand. Tu es en sécurité maintenant ?» Dehors. Il avait entendu Clint hurler alors que les soldats lui attachaient les mains avec des colliers de serrage. Il avait entendu des sirènes alors que la police locale arrivait. Il avait entendu Luther aboyer des ordres, organisant la scène, mais à ce moment-là, tout ce que Thomas entendait était le battement de cœur de son fils contre sa poitrine. Rapide et vivant, il avait tenu sa promesse. 8 minutes, chapitre 4. Les suites. Le département de police de Cascade descendit sur la maison de Thomas comme des sauterelles, remplissant la rue calme de lumières clignotantes et de communications radio urgentes. Les voisins s'étaient rassemblés sur leur pelouse, Flora Santos parmi eux, sa main pressée sur sa bouche alors qu'elle regardait les soldats et les policiers envahir la propriété. Le shérif Gerald Morrison arriva 12 minutes après l'appel initial, son visage buriné, tendu par la confusion et une colère à peine contrôlée. C'était un homme local, né et élevé à Cascade, et il n'appréciait pas que du personnel militaire armé opère dans sa juridiction sans avertissement.
Quelqu'un veut me dire ce qui se passe ici. Bordel, demanda-t-il en sortant de sa voiture de patrouille. Luther Daniel l'avait rencontré à la limite de la propriété, sa posture rigide et formelle. Colonel Luther Daniel, armée des États-Unis, nous avons répondu à une situation d'otage impliquant un enfant mineur, fils d'un de mes hommes. C'est une juridiction civile. Colonel, vous n'aviez pas l'autorité d'amener des moyens militaires ici. Avec tout le respect, shérif, quand un de mes soldats rapporte que son fils est menacé de mort imminente, je réponds « Nous avons sécurisé la scène, vos hommes peuvent prendre le relais ». Morrison avait regardé au-delà de Luther vers l'endroit où Clint, Dale et Ed étaient traités par des officiers de police. Tous trois étaient défoncés comme des cerfs-volants, hurlant sur leurs droits, essayant d'expliquer les drogues, les armes, les menaces enregistrées. Ça ne se passait pas bien pour eux. Ce sont les suspects. 3 hommes trouvés sur la propriété, tous intoxiqués, tous en possession de méthamphétamine et de matériel de drogue. Le fils du propriétaire était barricadé dans sa chambre, rapportant des menaces de mort crédibles. Nous les avons détenus jusqu'à votre arrivée. Morrison avait soupiré, passant une main dans ses cheveux gris. Et où est le propriétaire? À l'intérieur, avec son fils, le shérif avait trouvé Thomas dans la chambre de Justin, assis par terre, dos contre le mur. Son fils blotti à ses côtés. Le garçon avait enfin arrêté de pleurer, mais il n'avait pas lâché le bras de son père, sergent-chef Black. Thomas avait levé les yeux, ses yeux froids et alertes malgré la fatigue. « Shérif, j'ai besoin de vous poser quelques questions. » « Posez ?» Morrison avait jeté un œil à Justin. « Peut-être que le garçon devrait... »« Il reste avec moi ?» avait dit Thomas platement. « Il ne quitte pas ma vue tant que ces hommes ne sont pas en cellule. »« D'accord ?» Morrison avait sorti un bloc-notes. « Dites-moi ce qui s'est passé. » Alors Thomas lui avait raconté, sur le déploiement, les appels, les emails de Flora, les appels manqués de Justin, sur le message vocal qu'il avait envoyé traverser le Montana à toute vitesse avec le meurtre au cœur, sur le fait d'arriver chez lui pour trouver 3 criminels drogués menaçant la vie de son fils. Et vous avez appelé l'armée? J'ai appelé mon officier commandant et demandé de l'aide dans une situation d'otage. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Sergeant, vous auriez dû nous appeler. Je l'ai fait 43 minutes plus tôt. Je leur ai aussi dit que c'était urgent. Mais vous savez comment fonctionne la répartition? Les situations domestiques ont une faible priorité, sauf s'il y a violence confirmée. Mon fils n'avait pas 43 minutes. Morrison avait fermé son bloc-notes. Écoutez, je comprends que vous aviez peur. N'importe quel père l'aurait été. Mais débarquer ici avec un bataillon, c'est une force excessive. C'est mon fils qui est vivant, avait interrompu Thomas. Ces hommes étaient défoncés à la méthamphétamine, armés et planifiaient activement de blesser un enfant. Si la force excessive a sauvé sa vie, je dormirais très bien. Le shérif l'avait observé longuement. Nous avons trouvé des drogues, des armes, et le copain de votre femme a un casier plus long que mon bras. Le procureur portera probablement des accusations d'agression tentée au minimum, peut-être enlèvement, mise en danger d'enfant. Mais vous devez comprendre, cette situation aurait pu très mal tourner. Vous avez de la chance que personne n'ait été blessé. Je n'ai pas de chance. Shérif, je suis préparé. Morrison avait secoué la tête et les avait laissés seuls. Au cours des 2 heures suivantes, la maison avait été traitée comme une scène de crime. La police avait tout photographié, les drogues, les armes, les messages menaçants sur le téléphone de Clint qui détaillaient exactement comment il prévoyait d'apprendre une leçon à ce petit merdeux. Ils avaient interrogé Justine, qui avait raconté toute la soirée d'une voix tremblante pendant que Thomas lui tenait la main. Patricia avait été interrogée séparément. Elle avait prétendu l'ignorance, dit qu'elle ne savait pas que Clint et ses amis étaient si défoncés, ne savait pas qu'ils avaient à menacer Justine, qu'elle était dans la chambre quand tout s'était passé. La police ne l'avait pas cru, mais elle n'était pas inculpée. Pas encore, quand ils avaient enfin laissé Thomas partir avec Justine, il avait trouvé Flora attendant sur sa terrasse. Thomas, elle l'avait serré fort, cette femme qu'il avait vue grandir, qui lui avait fait des cookies, enfant, et surveillé sa maison pendant ses déploiements. « Dieu merci, tu es arrivé à temps. Merci d'avoir appelé, de m'avoir averti. Ce garçon a besoin de toi. » Elle avait regardé Justine, pressée contre le côté de son père. « Vous restez ici. Pas ce soir. Je trouverai un hôtel. Ballyverness. Vous restez chez moi. J'ai une chambre d'amis. Et Justin peut prendre le canapé. Ce n'est pas grand-chose. » Mais c'est propre et sûr. Thomas avait voulu refuser, mais un regard sur le visage épuisé de son fils l'avait fait changer d'avis. « Merci, Madame Santos. » Ils étaient restés chez Flora cette nuit-là et la suivante.
Pendant que Thomas commençait le processus de nettoyage des décombres de sa vie, la maison devrait être vidée, l'odeur des drogues avait imprégné les murs, le mobilier était ruiné et il y avait des taches de sang sur la moquette d'un saignement de nez d'Ed. L'assurance couvrirait une partie, mais pas tout. Plus important, Thomas avait demandé le divorce. Il était allé voir un avocat, Clarence Garcia, un homme aux yeux perçants qui avait servi dans les Marines avant d'aller à l'école de droit. Garcia avait écouté toute l'histoire sans interruption. Et quand Thomas eut fini, il avait simplement dit « J'aurai les papiers prêts demain, garde exclusive. Basée sur mise en danger d'enfant, elle ne contestera pas. Pas avec ce qui s'est passé. Elle contestera, avait dit Thomas, pas parce qu'elle veut Justin, mais parce qu'elle ne voudra pas perdre. Qu'elle essaye, le rapport de police seul l'enterrera. » Patricia avait en effet contesté. Elle avait engagé son propre avocat, Spencer Jefferson, un avocat de divorce véreux spécialisé dans le dépouillement des militaires pendant les déploiements. Jefferson avait argué que Patricia était aussi une victime, qu'elle avait été manipulée par Clint, qu'elle méritait une seconde chance, mais les preuves étaient accablantes. Les services de protection de l'enfance s'étaient impliqués. Interrogeant Justine plusieurs fois, le garçon leur avait tout raconté, sur les rages de Clint, sur le fait d'être laissé seul des jours pendant que Patricia faisait la fête, sur les bleus, la peur, la nuit où il avait vraiment cru qu'il allait mourir. Le juge avait statué en faveur de Thomas, garde exclusive, visite supervisée pour Patricia, en attendant la fin de la réhabilitation pour drogue et des cours de parentalité. La maison serait vendue, les biens divisés, et Patricia recevrait une pension alimentaire minimale vu son rôle dans la mise en danger. Elle avait hurlé sur Thomas sur les marches du tribunal. « Tu as détruit ma vie ? Tu m'as tout pris ?»« Non, » avait dit Thomas calmement. « Tu as fait ça toi-même. J'ai juste veillé à ce que tu ne détruises pas notre fils au passage. » Mais ce n'était pas la fin, parce que même si le système judiciaire avait fonctionné, lentement, bureaucratiquement, mais il avait fonctionné, Thomas n'était pas satisfait. Clint, Dale et Ed faisaient face à des accusations. Oui, mais les accusations pouvaient être négociées, les peines réduites. Des hommes comme ça avaient une façon de se faufiler à travers les failles du système judiciaire. Thomas Black ne croyait pas aux failles. Il croyait à la certitude. Chapitre 5. L'enquête. Pendant que les procédures judiciaires avançaient lentement, Thomas avait mené sa propre enquête. Il avait appris pendant son temps dans les forces spéciales que parfois la meilleure vengeance n'était pas la violence. C'était l'information. Il avait commencé avec le téléphone de Clint, que la police lui avait rendu dans le cadre de la découverte dans l'affaire criminelle. Thomas l'avait donné à Mike Lyons, qui avait une activité secondaire en informatique légale. « Qu'est-ce que je cherche ?» avait demandé Mike. « Tout. Contacts, messages, emails, données d'application. Tout ce qui me dit qui est vraiment cet homme. » Mike avait livré 3 jours plus tard avec une clé USB pleine de données récupérées. Ce type est plus bête qu'une boîte de cailloux. N'a jamais rien effacé. J'ai des textos remontant à 2 ans, y compris des conversations vraiment intéressantes. Thomas avait passé une nuit entière à lire la vie numérique de Clint Roach et ce qu'il avait trouvé était édifiant. Clint n'était pas juste un consommateur de meth. Il était un dealer, petit, mais régulier. Il vendait à la moitié du comté, y compris des noms surprenants, le fils du maire, un professeur à l'école de Justin, un adjoint dans le département de Morrison. Plus intéressant étaient les conversations entre Clint, Dale et Ed. Ils planifiaient quelque chose de gros. Un deal avec un fournisseur du Colorado. Quelque chose impliquant 23 kilos de méthamphétamine, avec une valeur à la rue de plus de 460 000 €. Le deal devait se faire 2 semaines après l'incident à la maison de Thomas. Mais voici où ça devenait intéressant. Clint se vantait de ses connexions, de comment il avait une assurance au cas où quelque chose tournerait mal. Cette assurance prenait la forme de photos et vidéos, preuve de ses clients consommant et dealant des drogues. Il les faisait chanter. Essentiellement, il gérait un racket de protection où les gens le payaient pour qu'ils se taisent sur leurs habitudes. Thomas avait fait des copies de tout et les avait livrées personnellement au shérif Morrison. « C'est quoi ça ? » Bordel, avait demandé Morrison en regardant la clé USB, preuve de trafic de drogue en cours. Noms, dates, transactions, tout récupéré du téléphone de Clint Roach. Je pensais que ça vous intéresserait ? Morrison avait pâli en parcourant les fichiers. Nom de Dieu, ça implique la moitié de la ville. Je sais, y compris l'adjoint Lewis Birch. Le shérif avait levé les yeux vivement. Lewis, vérifiez les messages du 12 mars. Il a fourni à Clint des infos sur des raids anti-drogue et des enquêtes. Il est sur la liste de paye.
Morrison avait passé plusieurs appels cet après-midi-là. Le soir, l'adjoint Birch avait été mis en congé administratif en attendant l'enquête. À la fin de la semaine, il avait été arrêté, mais Thomas ne s'était pas arrêté là. Il avait aussi découvert que Clint écumait son fournisseur, un homme connu seulement sous le nom de Spider, basé à Denver. Clint devait à Spider près de 74 000 $, et Spider n'était pas connu pour sa patience. Thomas avait passé un appel anonyme à un numéro listé dans les contacts de Clint sous « Ne pas répondre sauf urgence ». Une voix rauque avait répondu « C'est qui ? Quelqu'un qui sait que Clint Roach vous doit de l'argent beaucoup. Silence. » Puis, j'écoute, il est actuellement en prison à Cascade, Montana, en attente de procès pour tentative de meurtre sur mineur. Il ne fera pas son paiement ? Je pensais que vous devriez savoir. Merci pour l'info. La ligne s'était coupée. 3 jours plus tard, Clint avait été attaqué en prison. Rien de fatal, nez cassé, côte fêlée. Un message gravé sur sa poitrine avec une brosse à dents aiguisée qui disait « Paye !» Les gardiens l'avaient classé comme une bagarre de prison typique. Mais Thomas savait mieux. Spider avait une longue portée. Dale Ray avait été plus facile. Il avait une violation de liberté conditionnelle d'une accusation de drogue précédente. Et une nouvelle arrestation signifiait révocation automatique. Il retournerait en prison pour au moins 5 ans. Pas de négociation possible. Ed Juarez avait été le plus compliqué. Il n'avait pas d'antécédents. Et son avocat poussait fort pour une peine réduite, arguant qu'Ed n'avait pas directement menacé Justine, qu'il était juste au mauvais endroit, au mauvais moment, mais Thomas avait besoin de plus. Il avait passé le passé d'Ed au peigne fin, historique d'emploi, associé connu, dossier financier, et il avait trouvé quelque chose d'intéressant. Ed avait été renvoyé avec déshonneur de l'armée 8 ans plus tôt pour vol. Il avait volé d'autres soldats pendant l'entraînement de base, mis en gage leurs affaires, et s'était fait prendre. Le renvoi signifiait qu'il avait perdu tous les avantages des vétérans et portait une marque permanente sur son dossier. Mais plus intéressant, Ed se vantait en ligne, sur un groupe Facebook fermé pour anciens militaires, sur comment truquer le système des VA et obtenir des avantages auxquels on n'a pas droit. Il conseillait d'autres vétérans renvoyés avec déshonneur sur comment forger des documents et réclamer un SSPT pour des paiements d'invalidité. Thomas avait compilé les preuves et les avait envoyées au bureau de l'inspecteur général des VAI. Des accusations de fraude avaient suivi. Ajoutant des délices fédéraux aux accusations d'état d'aide, tous 3 faisaient maintenant face à des peines de prison significatives. Clint risquait 15 à 20 ans, Dale avait 5 ans minimum, Ed risquait 10 à 15 ans entre les accusations d'État et fédérales, mais Thomas n'était toujours pas satisfait, parce que Patricia, la femme qui avait laissé ses hommes entrer dans sa maison, qui avait choisi les drogues et les fêtes plutôt que la sécurité de leur fils, s'en sortait avec rien de plus que des visites supervisées et une réhab. Ça ne lui semblait pas juste. Chapitre 6. Le plan ? Thomas avait toujours été patient, c'était une des choses qui le rendait bon dans son boulot. La capacité d'attendre, d'observer, de recueillir des renseignements avant d'agir. Il avait passé des semaines à observer Patricia de loin, à apprendre ses routines, à comprendre sa nouvelle vie. Elle avait emménagé dans un parc de caravanes à la périphérie de Cascade, un endroit délabré appelé Mountain View Estates, qui n'avait ni montagne ni vue. Elle avait trouvé un boulot de serveuse dans un dîner de station de camionneurs, travaillant des shifts tardifs qui la laissaient rentrer en titubant à 2 heures du matin, sentant la graisse et la fumée de cigarettes. Elle avait aussi recommencé à consommer, Thomas avait vu les signes, la perte de poids, le comportement nerveux, la paranoïa. Elle avait échoué 2 tests de drogue requis par les services de protection de l'enfance. Et ses visites supervisées avec Justine avaient été suspendues. Le garçon n'avait pas semblé s'en soucier. En fait, quand Thomas le lui avait dit, Justine avait simplement répondu « Bien, je ne veux pas la voir de toute façon ». Mais Patricia n'était pas seule dans sa descente. Elle avait trouvé un nouveau copain, Pedro Lowe, un autre dealer petit calibre qui la voyait comme une cible facile. Pedro était plus lisse que Clint, plus intelligent, plus contrôlé. Il ne faisait pas les mêmes erreurs, ce qui signifiait que Thomas devait être plus intelligent aussi. Il avait commencé par se lier d'amitié avec un concurrent de Pedro, un dealer nommé Armando Osborne qui essayait d'étendre son marché à Cascade. Armando avait été reconnaissant pour le tuyau sur les opérations de Pedro, et il l'avait été encore plus quand Thomas lui avait fourni des informations détaillées sur la chaîne d'approvisionnement de Pedro, ses clients, ses maisons sécurisées. « Pourquoi tu m'aides ?» avait demandé Armando lors d'une de leurs rencontres soigneusement orchestrées dans un lieu neutre. « Parce que Pedro sort avec mon ex-femme, parce qu'il lui fournit des drogues, parce que je veux qu'il disparaisse. »
Tu veux qu'il meure? Je veux qu'il soit ruiné. Il y a une différence? Armando avait souri. Je peux travailler avec ça. Au cours du mois suivant, les opérations de Pedro s'étaient effondrées. Ses fournisseurs avaient été arrêtés dans des raids coordonnés de la DEA. Ses clients avaient été débauchés par le réseau d'Armando. Ses maisons sécurisées avaient été cambriolées. Ses produits volés. Sa réputation détruite. Et puis Armando avait appelé Thomas avec une nouvelle intéressante. Pedro pense que ton ex le balance. Il est convaincu quelle était la raison pour laquelle tout part en vrille. Il va lui faire du mal. Non, mec, il va juste la virer. Il lui a déjà dit de dégager. Elle est à la rue. Ce qui était exactement ce que Thomas voulait. Patricia, fauchée et seule et désespérée, avait fait exactement ce que Thomas avait prédit. Elle était revenue vers lui, mendiant de l'aide. Elle s'était pointée à la maison de Flora, où Thomas et Justine restaient encore pendant que leur maison était rénovée. Elle avait l'air terrible, squelettique, sale et tremblant du sevrage. Thomas, s'il te plaît, j'ai besoin d'argent, juste un prêt, je te rembourserai. Non, s'il te plaît, je suis clean, je le jure. J'ai juste besoin d'un peu d'aide pour me remettre sur pied. Tu n'es pas clean? Patricia, tu es défoncée là maintenant? Elle avait commencé à pleurer. J'ai fait des erreurs. Je sais ça, mais j'essaye. Je vais en réhab, je vais m'améliorer. Tu as dit ça avant, cette fois c'est différent. Non, ça ne l'est pas. Thomas l'avait regardé, vraiment regardé, et n'avait ressenti que de la pitié. Tu as choisi cette vie, tu as choisi les drogues plutôt que ton fils, tu as choisi des hommes dangereux plutôt que ta famille. C'était tes décisions, et maintenant tu vis avec les conséquences. Tu vas juste m'abandonner? Tu t'es abandonné toi-même? Elle lui avait hurlé dessus alors, l'appelant de tous les noms possibles, le blâmant pour tout ce qui avait mal tourné. Mais Thomas avait simplement fermé la porte et s'était éloigné. La dernière fois qu'il en avait entendu parler, Patricia avait quitté Cascade entièrement, se dirigeant vers Billings pour rester chez une cousine. Bon débarras, mais il y avait encore une affaire à régler. Justin, son fils avait traversé l'enfer, et même si la thérapie aidait, il y avait des cicatrices, mentales et émotionnelles, qui prendraient des années à guérir. Le garçon sursautait au bruit fort, faisait des cauchemars la plupart des nuits, avait du mal à faire confiance à quiconque en dehors de Thomas et Flora. Alors Thomas avait pris une décision. Il avait demandé un transfert vers un poste non déployable, un rôle de formation à Fort Benning, en Géorgie, plus de déploiement à l'étranger, plus d'absence longue. Luther avait approuvé immédiatement. « Tu as fait ton temps? Black. Tu l'as mérité. » Thomas avait aussi mis la maison de Cascade en vente et commencé à chercher un endroit en Géorgie. Quelque part avec de bonnes écoles et des quartiers sûrs, il avait appelé plusieurs thérapeutes, en avait trouvé un spécialisé dans les traumas infantiles et fixé des rendez-vous hebdomadaires. Et plus important, il s'était assis avec Justine un soir et lui avait posé une question. Si tu pouvais avoir n'importe quoi au monde là maintenant, ce serait quoi? Justine y avait pensé longtemps. Puis, je voudrais que les choses redeviennent normales. Comme avant que tu partes. Quand maman était maman et qu'on était une famille, on ne peut pas revenir en arrière, mon grand, mais on peut aller de l'avant. Toi et moi, nouveau départ, nouvel endroit, nouvelle vie. Qu'est-ce que tu en dis? Justine avait souri, un petit sourire fragile, mais réel. Ouais, papa. Ça a l'air bien? Thomas avait serré son fils dans ses bras, et à ce moment-là, il avait su qu'il avait fait le bon choix. Les hommes qui avaient menacé Justine étaient en prison. Patricia était partie, la maison serait vendue, et lui et son fils recommenceraient ailleurs. Dans un endroit sûr, ce n'était pas parfait, mais c'était suffisant. Chapitre 7. Géorgie naissante. 18 mois plus tard, Thomas Black se tenait dans le jardin arrière de sa nouvelle maison à Columbus, en Géorgie, regardant Justine jouer à la balle avec Donnie Foster, un gamin du voisinage qui était devenu le premier vrai ami de son fils depuis l'incident. La maison était modeste, 3 chambres, 2 salles de bain, une cour clôturée qui donnait sur un ruisseau, rien de luxueux, mais c'était la leur. La maison de Cascade s'était vendue à un bon prix. Et combiné à ses économies militaires, Thomas avait pu Justine prospérer. Il avait rejoint l'équipe de soccer de sa nouvelle école. Ses notes étaient remontées et les cauchemars étaient devenus moins fréquents. Il voyait encore sa thérapeute, Dr. Rose Combs, une femme aimable spécialisée dans la récupération des traumas, chaque semaine, et elle rapportait des progrès significatifs. Le nouveau poste de Thomas à Fort Benning était exactement ce dont il avait besoin. Il formait les Rangers entrants, transmettant les compétences et connaissances accumulées sur 15 ans de service. Pas de déploiement, pas d'absence longue, à la maison chaque soir pour le dîner,
Ça aurait dû suffire, mais certaines nuits, Thomas restait éveillé à penser à Clint Roach, à Del Rey et Ed Juarez, au fait que même s'ils étaient en prison, ils étaient encore vivants, respiraient encore, existaient encore dans le monde qui avait presque pris son fils. Le système judiciaire avait fait son boulot, mais Thomas n'était pas convaincu qu'il en avait fait assez. Et puis, un matin de fin octobre, il avait reçu un appel qui changea tout, Sergeant Chef Black, une voix inconnue, féminine, professionnelle. « Je m'appelle Emily Wilkerson, je suis journaliste d'investigation au Denver Post. Je travaille sur un article sur les réseaux de distribution de méthamphétamine dans la région des Rocheuses, et votre nom est apparu en lien avec un incident à Cascade. Montana. » Thomas était figé. Dans quel contexte? J'enquête sur un dealer nommé Calvin Spider Morrison. Ça vous dit quelque chose? Ça devrait... Vous lui avez passé un appel il y a 18 mois? Un tuyau anonyme sur un homme nommé Clint Roach. Thomas avait senti de l'eau glacée couler dans ses veines. Je ne sais pas de quoi vous parlez? Monsieur Black, je n'essaie pas de vous causer des ennuis. J'essaye de comprendre le réseau. Spider Morrison est un des plus grands distributeurs de meth dans l'ouest des États-Unis. Il est lié à 17 meurtres, des dizaines d'agressions et des millions d'euros en trafic de drogue. Mais il n'a jamais été poursuivi avec succès parce que les gens ont peur de témoigner. Ça ressemble à un problème pour les forces de l'ordre. Ça l'est? Et je travaille avec eux, mais j'ai besoin de gens prêts à raconter leurs histoires. Des gens comme vous, qui ont été affectés par ce réseau. Je ne suis pas intéressé. Monsieur Black, Thomas, ce qui est arrivé à votre fils était horrible. Mais vous devriez savoir que Clint Roach n'était pas juste un dealer au hasard. Il faisait partie du réseau de distribution de Spider, tout comme Del Rey et Ed Juarez. Ils travaillaient tous pour lui. Thomas était assis lentement, expliquait. Emily Wilkerson avait expliqué. Pendant 45 minutes, elle avait exposé un réseau s'étendant du Mexique au Montana, impliquant des dizaines de dealers, des centaines de consommateurs et des millions en argent sale. Spider Morrison était au centre de tout. Un fantôme qui opérait via des intermédiaires et ne laissait aucune trace. Mais Clint avait gardé des records détaillés, et quand il avait été arrêté, ces records avaient été saisis par la police. Emily les avait obtenus via une demande de Freedom of Information Act, et elle avait passé l'année précédente à reconstituer le réseau. Le problème, avait-elle dit, c'est que Spider a des gens partout. Dans les départements de police, les tribunaux, les prisons, il est protégé. Mais si je peux avoir assez de victimes prêtes à raconter leurs histoires, si je peux montrer le coût humain de son opération, ça pourrait suffire à pousser les procureurs fédéraux à agir. De quoi avez-vous besoin de moi? Un entretien officiel sur ce qui s'est passé cette nuit-là, sur comment ces hommes ont presque tué votre fils. Thomas y avait pensé longtemps. Rendre public signifiait rouvrir des blessures qui commençaient juste à cicatriser. Ça signifiait que l'histoire de Justine devenait publique. Les gens sachant ce qui s'était passé, ça signifiait se rendre cible. Mais ça signifiait aussi mettre Spider Morrison en prison. Ça signifiait s'assurer que le réseau qui avait presque détruit sa famille soit démantelé. Je le ferai, mais j'ai des conditions, dites-les. Mon fils reste anonyme. Pas de photos, pas de nom, pas de détails identifiants. C'est mon histoire. Pas la sienne? D'accord. Et je veux rencontrer les autres victimes de Spider Morrison. Si je fais ça, je veux savoir qui d'autre il a blessé. Emily avait organisé une réunion 2 semaines plus tard à Denver. Thomas avait pris congé de Fort Benning et conduit 16 heures jusqu'à une salle de conférence dans un bâtiment fédéral où il avait rencontré 11 autres personnes dont les vies avaient été détruites par le réseau de Spider. Il y avait Amber Shea, dont le frère était mort d'une overdose du produit de Spider. Max Mullins, dont la fille avait été agressée par un des dealers de Spider. Susanna Tucker, qui avait été forcée de cuisiner de la meth dans sa propre maison sous menace de violence. Et il y avait Molly Owens. Molly était différente des autres. Elle était une ancienne chimiste, une des meilleures dans le métier, qui avait travaillé pour Spider pendant 3 ans avant d'être arrêtée. Elle avait accepté de témoigner contre lui en échange d'une peine réduite, mais elle était en protection de témoins depuis, parce que la portée de Spider était longue. « Il me tuera s'il me trouve », avait-elle dit factuellement. Il a tué 6 personnes qui ont parlé, je serai la 7e. Mais Molly avait quelque chose que les autres n'avaient pas, une connaissance détaillée de l'opération de Spider. Elle savait comment l'argent était blanchi, où étaient les labs, qui étaient un les principaux distributeurs. Elle était la clé pour le faire tomber. Thomas les avait tous écoutés, et il avait réalisé quelque chose d'important. C'était plus grand que la vengeance. C'était la justice. L'article d'Emily était paru 2 mois plus tard.
Un exposé massif qui détaillait le réseau de Spider Morrison et le coût humain de son opération. L'histoire de Thomas avait été mise en avant. Comment il était rentré de déploiement pour trouver son fils en danger. Comment les dealers menaçant Justine faisaient partie du réseau de Spider. Comment le système avait échoué à protéger sa famille. L'article avait causé un tollé. Les procureurs fédéraux avaient été forcés d'agir et un grand jury avait été convoqué. Molly Owens avait témoigné pendant 3 jours, exposant toute l'opération dans un détail excruciating. Spider Morrison avait été inculpé de 63 chefs d'accusation de trafic de drogue, meurtre, conspiration et racket, mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Chapitre 8. Le procès de Calvin Spider Morrison commença par une chaude matinée de juillet à Denver. 14 mois après la publication de l'article d'Emily Wilkerson, Thomas avait été appelé comme témoin et il avait pris 2 semaines de congé pour y assister. L'accusation était simple. Spider Morrison avait dirigé un vaste réseau de distribution de drogue qui avait tué ou détruit des centaines de vies. Ils avaient des dossiers financiers, des témoignages de témoins coopérants et des preuves physiques le liant à de multiples crimes. La défense était tout aussi simple. Spider était un homme d'affaires légitime qui avait été injustement ciblé à cause de son passé. Tout crime commis par ses associés l'avait été sans sa connaissance ou approbation. C'était, de l'avis de Thomas, des conneries totales. Il avait pris la barre au jour 6 du procès et il avait raconté son histoire sur le déploiement, sur l'appel, sur l'arrivée chez lui pour trouver son fils en danger, sur les hommes qui avaient essayé menacer Justine faisant partie du réseau de Spider, l'avocat de la défense, un homme lisse nommé Nick Horn, spécialisé dans la représentation de figures du crime organisé, avait essayé de le déstabiliser lors du contre-interrogatoire. « Monsieur Black, n'est-il pas vrai que vous avez une vendetta personnelle contre mon client ? Non ? Vous lui avez passé un appel anonyme ?» Le tuyautant sur Clint Roach. « Je ne me souviens pas avoir fait ça. Les relevés téléphoniques y montrent. Je ne me souviens pas avoir fait ça. » avait répété Thomas, sa voix plate et froide. Horn avait essayé une autre approche. « Vous avez amené des moyens militaires dans une situation civile sans autorisation appropriée. N'est-ce pas illégal ? J'ai demandé de l'aide dans une situation d'otage. Mon officier commandant a répondu de manière appropriée, mais vous n'avez pas suivi les canaux appropriés. Mon fils était sur le point d'être tué. Je n'avais pas le temps pour les canaux. Donc vous avez pris la loi entre vos mains. J'ai protégé ma famille. Si c'est un crime, inculpez-moi. » Horn s'était retiré, réalisant qu'il perdait le jury. Molly Owens avait été le témoin vedette. Elle avait témoigné pendant 3 jours, décrivant en détail comment fonctionnait l'opération de Spider, les labs, la distribution, la violence. Elle avait fourni date, lieu, noms. Elle avait été inébranlable au contre-interrogatoire, et quand elle était descendue, le dossier de l'accusation était étanche, mais la défense avait un dernier tour. Au dernier jour des témoignages, ils avaient appelé un témoin surprise, Patricia Mayer Black. Thomas avait senti son estomac se nouer quand elle était entrée dans la salle d'audience. Elle avait l'air mieux que la dernière fois qu'il l'avait vue. Plus propre, plus saine. Comme si elle avait enfin arrêté, mais il y avait quelque chose de dur dans ses yeux, quelque chose d'amer. L'avocat de la défense lui avait demandé sur la nuit de l'incident. « Madame Mayer, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé ce soir-là » Patricia avait jeté un œil à Thomas, et il avait vu le calcul dans son expression. Elle avait été payée. Ça devait être ça ? Clint et ses amis étaient chez moi, avait-elle dit. Ils étaient défoncés. Ouais, mais ils n'allaient pas blesser Justin. C'était un malentendu. Un malentendu, Justine avait répondu, était irrespectueux. Clint essayait juste de lui faire peur pour le remettre droit. Il ne l'aurait jamais vraiment blessé, et quand votre ex-mari est arrivé avec du personnel militaire, il a surréagi, a complètement exagéré la situation. La procureure, une femme vive nommée Christy Cross, avait déchiré Patricia au contre-interrogatoire. « Madame Mayer, votre fils a appelé son père terrifié, disant que des hommes pariaient sur qui le tuerait en premier. Vous dites que c'était un malentendu ? Les enfants exagèrent. La police a trouvé des drogues et des armes chez vous. Vous dites que c'était sûr ? Ce n'était pas mes drogues. Vous avez échoué plusieurs tests de drogue depuis, n'est-ce pas ? J'ai eu des rechutes. Vous avez perdu la garde de votre fils parce que vous avez mis sa vie en danger. Correct. » Patricia l'avait fusillé du regard. « C'était la faute de mon ex-mari. Il a tourné tout le monde contre moi en sauvant la vie de votre fils. Le jury n'avait pas mordu, ni le juge.
Spider Morrison avait été condamné sur les 63 chefs. La sentence était prévue 6 semaines plus tard, avec les procureurs recommandant 4 peines de prison à vie consécutive sans possibilité de libération conditionnelle. Thomas avait quitté la salle d'audience en se sentant vide. C'était fini, Spider allait en prison. Clint, Dale et Ed y étaient déjà. Patricia s'était humiliée à la télévision nationale et son témoignage lui avait probablement valu des accusations de parjure. La justice avait été rendue, mais Thomas sentait encore que quelque chose n'était pas fini. 3 mois après le procès, Thomas reçut une lettre, elle était de Clint Roach, envoyée de la pénitentiaire fédérale de Leavenworth, Kansas, où il purgeait sa peine. La lettre était courte. « Tu as gagné, je sais ça, mais tu devrais savoir quelque chose. Je n'ai jamais touché ton gamin, j'étais défoncé et je disais des conneries. Mais je ne l'aurais pas blessé. Je ne suis pas un monstre. Mais tu m'as transformé en un... Tu as ruiné ma vie, tu m'as tout pris, et je voulais juste que tu saches que j'espère que tu es heureux. J'espère que ça en valait la peine. » Thomas avait lu la lettre 2 fois, puis l'avait brûlée dans sa cheminée, parce que Clint avait tort. Il avait touché Justine, peut-être pas physiquement, mais le dommage était fait quand même. Le garçon faisait encore des cauchemars, il sursautait encore aux voix fortes, il vérifiait encore les verrous des portes 3 fois avant le coucher. Clint Roach avait brisé quelque chose en son fils. Et aucun, je disais juste des conneries, ne le réparerait. 1 semaine plus tard, Thomas reçut une autre lettre, celle-ci de Spider Morrison, aussi de prison fédérale. « Sergeant Black, tu m'as coûté ma liberté, mon business, ma réputation. Je veux que tu saches que j'ai une longue mémoire et une longue portée. Ton garçon a 12 ans maintenant. 30, c'est un âge dangereux. Les accidents arrivent. Dors bien. » Thomas avait porté la lettre directement au FBI. Ils avaient ouvert une enquête pour intimidation de témoins et les privilèges de Spider avaient été révoqués. Mais le message était clair, ce n'était pas fini. Thomas avait pris une décision cette nuit-là. Il s'était assis avec Justine et avait eu une conversation qu'il redoutait. « Mon grand, je dois te parler de quelque chose de sérieux. » Justine avait levé les yeux de ses devoirs. « Qu'est-ce qui ne va pas ? L'homme qui dirigeait le réseau, le boss des gars qui t'ont menacé, il est en prison, mais il essaie encore de nous faire du mal. Il m'a envoyé une lettre menaçante. » Justine avait pâli. Qu'est-ce qu'elle disait ? Ça n'importe pas. Ce qui importe, c'est qu'on va s'en sortir. Mais j'ai besoin que tu sois plus prudent. Ne rentre pas seul à pied. Ne parle pas aux inconnus. Si quelque chose semble bizarre, appelle-moi immédiatement. On est en danger. Pas si je peux l'empêcher. Mais Thomas savait que les mots ne suffisaient pas. Il devait s'assurer que Spider Morrison ne puisse jamais blesser sa famille à nouveau. Il avait passé des appels. Mike Lyons avait des connexions dans le système pénitentiaire fédéral, des gardiens qui lui devaient des faveurs, des détenus qui pouvaient être persuadés de prendre certaines actions. Ce n'était pas légal, ce n'était pas propre. Mais Thomas avait depuis longtemps arrêté de se soucier des règles. « De quoi as-tu besoin ?» avait demandé Mike. « J'ai besoin que Spider Morrison comprenne que menacer ma famille a des conséquences. » Quel genre de conséquences ? Le genre permanent. Mike était resté silencieux longtemps. « Tu es sûr de ça ? » ?»« Je suis sûr. » 2 semaines plus tard, Spider Morrison avait été trouvé mort dans sa cellule. Suicide apparent. Il s'était pendu avec un drap, selon le rapport officiel. Le FBI n'y avait pas cru, ni les médias, mais sans preuve de crime. L'affaire avait été close. Thomas avait reçu une dernière lettre, celle-ci d'une source anonyme. « La dette est payée. Il ne vous embêtera plus. » Thomas avait brûlé cette lettre aussi 6 mois plus tard. Thomas se tenait dans les gradins d'un terrain de soccer de lycée, regardant Justine marquer le but gagnant au championnat régional. Le garçon avait grandi, plus grand maintenant, plus large d'épaules, avec une confiance qui avait manqué avant. Après le match, Justine avait couru, en sueur et souriant. « Tu as vu ça ? Papa, t'as vu ? Et j'ai vu. Je suis fier de toi, mon grand. » Justine l'avait serré dans ses bras, et à ce moment-là, Thomas avait ressenti quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, la paix. Les cauchemars étaient en partie, la peur était partie, son fils guérissait, et les hommes qui avaient essayé de le détruire, Clint, Dale, Ed, Spider, Patricia, étaient tous soit en prison, soit hors de leur vie pour toujours. Thomas Black avait tenu sa promesse, il avait protégé sa famille, et il l'avait fait à sa façon. Alors qu'il marchait vers la voiture, Justine avait demandé « Papa, tu penses que maman reviendra un jour ? Je ne sais pas. Mon grand, tu veux qu'elle revienne ?» Justine y avait pensé « Non, je ne pense pas. J'aime les choses comme elles sont maintenant. Juste toi et moi. Moi aussi,
Fiston. Moi aussi, ils étaient rentrés en silence confortable, le soleil de Géorgie se couchant derrière eux, peignant le ciel en nuances d'orange et de rouge. Thomas Black avait été un soldat, un père, et quand nécessaire, un homme prêt à faire des choses terribles pour protéger ceux qu'il aimait. Il avait enfreint des règles, contourné des lois et franchi des lignes que la plupart des gens n'approcheraient même pas. Mais son fils était en sécurité, sa famille était entière, et c'était tout ce qui comptait. Le reste, la culpabilité, les questions, les nuits sans sommeil à se demander s'il était allé trop loin, était un prix qu'il était prêt à payer parce que certaines choses valaient la peine de se battre. Certaines choses valèrent la peine de tuer et la famille était tout. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre temps précieux. Si vous avez aimé cette histoire, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne. Ça m'aiderait beaucoup. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous y verrai